Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Marvel en général. Alors, pourquoi je vais parler de Marvel en général? Il faut comprendre qu'avec la sortie du film Deadpool et Wolverine, certains ont dû voir pas mal déjà de vidéos sur YouTube concernant le sujet de mettre en avant les films X-Men, qu'ainsi les tempolarités présentes dans cette saga initiée depuis 1998 avec le premier film X-Men. Sauf que Deadpool et Wolverine est un film à part entière, parce qu'il va faire une chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire du cinéma du genre super-héros, c'est-à-dire combiner deux tempolarités, voire même trois, c'est-à-dire celle du MCU, celle de Deadpool qui est en vérité la tempolarité des films depuis X-Men Days of Future Past. J'exclus First Class pour une bonne raison et j'expliquerai pourquoi. Et la tempolarité des premiers films X-Men qui n'est pas forcément la même. Ça, faut faire attention. Plus inclure, à ce qui paraît, des super-héros qui n'ont strictement rien à voir avec les X-Men et avec le MCU. Donc, déjà, c'est un film où on n'a pas besoin de voir les anciens films, sauf pour comprendre les références liées à ces films. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Bon, après, on a un invité spécial aujourd'hui qui sera là pour vous expliquer aussi tout ceci en détail. Et ça, c'est quelque chose... Attends, 2 secondes, laisse-moi finir. Oh, te trompe pas, les petits tools geeks. Ah oui, vous me connaissez tous, hein, moi je suis... j'ai mon film qui sort à la fin de ce mois, donc forcément, je vais le prendre au pas. Hein. Toi, fais attention à ce que tu dis. Fais vraiment attention. Ah oui, les amis. Dans quelques temps, avec mon petit copain Wolverine, on va vous présenter un film dantesque. Et oui, vous l'avez bien compris, Deadpool sera présent dans cette vidéo et va être là pour me casser un peu les pieds pour défendre son film et sa tempolarité. Ah bah oui, à un moment donné, il fallait bien qu'il vienne jusqu'à vers moi pour pouvoir défendre, hein, n'est-ce pas, hein? Alors, on va parler des films Marvel en général. Et on va commencer par les films littéralement déconnectés. Comme vous le savez, au début des années 2000, et particulièrement même aussi dans les années 90, différents films Marvel vont avoir plus ou moins du succès. Par exemple, la trilogie Blade portée par Wesley Snipes, X-Men, bien évidemment, démarrera. On aura aussi les 3 Spider-Man de Sam Raimi, les films 4 Fantastiques, les films Daredevil et Elektra. Putain, ça fait du monde, hein. Et attention, hein, apparemment Jennifer Garner ferait aussi son retour en tant que Elektra dans le film Deadpool et Wolverine. D'où le fait que je la mentionne. Tous ces films, dans ce que je comprends, vont s'interconnecter tout d'un coup avec le MCU pour donner un multivers en prise de vue réelle. Alors d'un côté, je suis content, parce que ça va donner enfin du crédit à des films qui n'ont pas forcément marché et d'autres qui ont forcément marché. Plus de crédit. Là où je vais être un peu réticent, comment ils vont pouvoir injecter toutes ces références dans un seul et unique film, qui est censé, si j'ai bien compris, être l'apothéose des films X-Men, puisque Deadpool et Wolverine a la lourde tâche d'inclure les X-Men d'avant dans le MCU. Et ça va être un bordel comme pas possible. Franchement, je me pose même la question comment ils vont faire. L'autre point important,
c'est que on a déjà eu la présence de super-héros qui n'appartenaient pas au MCU dans le MCU, comme le Spider-Man de Sam Raimi et même le Spider-Man de Mark Webb, incarné par Andrew Garfield. On a déjà donc un beau bordel en perspective. Je pense que la seule référence que j'aimerais voir, mais je ne sais pas si on le verra dans Deadpool et Wolverine, c'est la présence de Chris Evans en Torche Humaine pour évoquer les deux films 4 Fantastiques qui ont été faits au début des années 2000. Mais est-ce qu'ils vont réellement le faire? Ça, je ne sais pas. En plus, si Chris Evans revenait même dans ce rôle, je pense que le chèque qui toucherait serait vertigineux. Mais ce serait aussi un premier aveu de faiblesse du Marvel Cinematic Universe, car ça voudrait dire qu'ils n'arrivent pas à redémarrer leur univers connecté avec d'autres têtes d'affiche, puisque, il faut bien le comprendre, que dans les films Marvel en général, si on inclut et qu'on parle maintenant du MCU, 2 têtes d'affiche, voire 3 en vérité, si on rajoute un, vont former le MCU, et c'est Robert Downey Jr., c'est Chris Evans, et c'est Chris Hemsworth. Le triumvirate de la saga de l'infini, bah c'est le triumvirate qui va littéralement mettre en avant le MCU en général. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Tu pourrais parler des films X-Men, parce que moi, là, je m'ennuie un peu. Ah, je me suis encore trompé d'arme à feu. Vous savez, j'ai tellement d'armes que je les confonds toutes en ce moment. Franchement, c'est pas possible. Et tu sais, j'ai aussi vu plein de nanas très intéressantes pour toi, hein, mes petits geeks. Je suis sûr que tu t'amuserais comme un petit diable avec toutes ces filles. Tu sais, Electra, elle est vachement bonne. Oh, excusez-moi, belle. Deadpool, range mon arme. T'as pas à la tenir en main. Il est incroyable. C'est compliqué de l'avoir dans cette vidéo. Alors oui, bien évidemment, il y a aussi des femmes très très belles qui sont présentes dans le MCU. Et il parle notamment de Elektra et de la femme invisible, qui était un peu avec Jean Grey et Tornade, qui sont un peu les super-héroïnes mises en avant par Marvel au début des années 2000. Mais ça, c'est un autre détail. Et je sais pourquoi tu dis ça, parce qu'il y a aussi le mouvement Girl Power d'Avenger Endgame en parallèle. Ah oui, je vous ai dit, ça va être un bourbier cette vidéo sur Marvel. On va vraiment évoquer tout et tout. C'est incroyable. Alors, restons en contexte des films des débuts des années 2000. Face au succès de tous ces films, plus ou moins avec des ratés tels que Daredevil et Elektra, et le succès mitigé des 4 Fantastiques, plus le succès, plutôt l'échec des 4 Fantastiques reboot, ce film devrait même pas exister, tellement il était nul. Franchement, le MCU s'en sort plutôt bien, avec la saga de l'infini. Mais alors, avec la saga du multivers, ça va être compliqué. Mais ça, c'est un autre point qu'on va évoquer plus tard dans la vidéo. Il faut comprendre que les films qui vont relancer le genre super-héros, que ce soit chez Marvel, même chez la concurrence chez DC, c'est les films Spider-Man de Sam Raimi. Ils vont avoir un impact vachement conséquent, dans le sens que déjà ce sont les films où j'ai découvert vraiment les super-héros, moi, quand j'étais petit, et j'ai une forte attache avec, c'est vrai, le Spider-Man de Tobey Maguire. Il est épique. Bon, le premier film a plus ou moins mal vieilli, mais ce n'est pas forcément le cas du 2, qui est tout simplement un chef-d'œuvre, et du 3, qui, à mon sens, était décrié à l'époque, est quand même devenu un bon cru avec le temps, puisque, déjà, l'apparition de Venom, oh boy, si on parle des films Venom aussi,
le Venom de Sam Raimi était quand même un peu plus potable que celui qu'on voit avec celui de Tom Hardy. Et ça, c'est indéniable. Hein. Donc, pour en revenir à ce que je veux dire, les films Marvel, il y en a un paquet. Je pourrais dire qu'on pourrait même maintenant évoquer peut-être une cinquantaine, si on parle que des films en partant de Blade jusqu'à aujourd'hui. Je n'inclus pas les films littéralement loupés qu'il y a eu avant, parce qu'il y en a eu des loupés. Avec les 4 Fantastiques, je crois, des années 90, qui lui était une catastrophe ambulante. Alors je ne parlerai pas non plus de la série Hulk avec Lou Ferrigno, mais là on remonte à très très loin. On remonte aux années 70. Il me semble que c'était la première série Marvel qui avait eu plus ou moins du succès à leur début. Il faut comprendre aussi que Marvel a eu beaucoup de mal à se relancer. Mais au moment où ils se sont relancés grâce à la trilogie de Sam Raimi, ça a été le succès vertigineux et c'est là que le MCU a débarqué. Donc, c'en est tout pour cette présentation autour des films hors canon du MCU. Et on va s'attaquer maintenant aux films du MCU. Alors, avec les films du MCU, il faut comprendre qu'il y a 2 sagas. Il y a la saga de l'infini qui commence par Iron Man sorti en 2008 et Spider-Man Far From Home qui termine la saga de l'infini en 2019. Alors oui, beaucoup de monde vont me dire, mais non, c'est Avengers Endgame. Non, la saga de l'infini se termine avec le 2e film Spider-Man, puisqu'il va inclure la mort d'Iron Man. Et oui, je suis full spoiler. Et du fait que la suite d'événements qu'il y a eu après Avengers Endgame, on va en entendre parler. Bien évidemment, cette saga de l'infini est pour moi encore aujourd'hui supérieure à la saga du multivers, qui est pour moi une catastrophe ambulante. Le manque de fil rouge conducteur entre les films est flagrant. À vouloir donner le fil rouge conducteur à travers les séries Marvel disponibles uniquement sur Disney+, je pense que ça c'était la mauvaise stratégie et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Alors oui, pas mal de super-héros présents maintenant dans les séries vont peut-être apparaître dans les films, mais justement on va parler du film critique et échec qui conduit que cette stratégie ne marche pas, c'est le film The Marvels. The Marvels est littéralement la réponse à l'échec de la saga du multivers. Pour la simple et bonne raison, déjà on parle de Captain Marvel et des conséquences qu'il y a eu autour de son combat contre les Kree. Et du fait que par ce combat, elle ne voulait pas revenir sur Terre, revoir Monica Rambeau, parce qu'elle voulait résoudre ce combat avant de la revoir. Tu sais, Monica, elle en a rien à foutre, Carole, que tu dévastes tout un peuple, elle voulait seulement revoir tante Carole. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Monica Rambeau. Alors, Monica Rambeau, c'est un personnage qui est apparu dans le premier film Marvel, Captain Marvel. On va la voir enfant avec sa mère. Et on la reverra que dans la série WandaVision, en adulte. Et c'est là tout le problème. The Marvels combine pour la première fois les films et les séries Marvel en un seul bloc. Pour un spectateur lambda qui ne regarde pas les séries, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il ne va pas comprendre les références de certains événements de la saga et ne va pas pouvoir apprécier le film pleinement. Ce qui était mon cas encore plus, alors que moi je suis assidûment les séries Marvel, sauf la dernière qui est sortie, j'ai toujours pas vu X-Men 97, mais ça c'est une série d'animation. D'ailleurs, il y aura un impact, si j'ai bien compris, avec cette série par rapport au film Deadpool et Wolverine. Et là, si c'est vrai, je suis un peu sur le cul. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je me mate la série avant de voir Deadpool et Wolverine. Ça m'embête un peu. Il faut comprendre aussi que on a aussi Miss Marvel. Et là, c'est complètement, mais alors complètement mis de côté. Déjà, il faut comprendre les références
lié à Miss Marvel. Et en plus, il faut avoir vu la série Miss Marvel, au moins la fin, pour comprendre que lorsque Carol Danvers et Kamala Khan échangent de place, c'est lié à son bracelet qu'elle a obtenu dans la série. Donc déjà ça, comment voulez-vous que les spectateurs lambda suivent ce point-là? C'est vrai que là je fais plutôt une critique liée au MCU dans cette vidéo, mais là il y en a une. La saga de l'infini et la saga du multivers, quand on compare ces deux sagas, tu comprends que la saga de l'infini est supérieure à la saga du multivers, qui n'est pourtant pas terminée, mais qui n'apporte pas une histoire cohérente entre ces films et séries. En plus, il y a eu de très bons films dans la saga du multivers que les gens n'ont pas forcément appréciés. Je parle notamment des Éternels. J'ai bien apprécié le film. Ok, il est lent, mais il est sympa. Et ça change des carcans qu'a proposé le MCU jusqu'à aujourd'hui. Dommage que j'entends pas parler d'un film des Éternels 2, parce que ce serait vachement intéressant. D'ailleurs, la fin du film Éternel va être liée à un personnage que j'ai évoqué au début de la vidéo, Blade. Alors le film Blade, je crois que c'est le film maudit du MCU. Il a été plus ou moins initié il y a, je crois, peut-être maintenant 3 ans, 4 ans. Il n'y a toujours pas d'avancée, il n'y a toujours pas d'histoire. Je ne sais pas si l'acteur Mahershala Ali va vraiment rester dans le projet. Sachant pertinemment que en plus ils ont aussi interconnecté les séries concernant les Defenders et le MCU, puisque très bientôt, prochainement, on aura la série Daredevil Born Again qui va relancer l'univers des Defenders. Et ça, c'est aussi un autre point. Donc, par rapport à tout ça, la saga du multivers, ça devient un micmac. Un micmac difficile à gérer, mais un micmac moins important que la saga de l'infini. En plus, la saga de l'infini, là où elle avait du succès par rapport à la saga du multivers, c'est qu'on nous présentait les personnages à travers leurs films, très différents films. Iron Man a eu ses 3 films, Captain America a eu ses 3 films, Thor a eu ses 3 films, il y a eu les films Avengers, ensuite il y a eu les films des Gardiens de la Galaxie, il y a eu les films Ant-Man, il y a eu les films Spider-Man, il y a eu les films, le film Doctor Strange, les films Avengers en point d'orgue et en réunion de termes de crossover Marvel. Et malgré tout cela, on n'a pas de crossover véritable dans la saga du multivers. On pourrait dire même que le crossover de la saga du multivers se reposait sur une série d'animation qui était What If. Mais vous pouvez pas faire ça. Ça va pas marcher. Là, personnellement, c'est difficile à suivre. Donc oui, c'est vrai que je casse le MCU dans cette vidéo. Mais à un moment donné, il le méritait. Pour moi, Deadpool et Wolverine, le film qui va sortir à la fin de mois, je ne sais même pas si ça va sauver la saga du multivers, sachant que le multivers a été évoqué, comme je l'ai dit, dans la série What If, dans le prochain film qui va sortir, dans le film Doctor Strange in Multiverse of Madness, le numéro 2, et Spider-Man No Way Home. Si on parle de Spider-Man No Way Home, mais alors là, ça va être vachement compliqué. Franchement, je sais même pas comment ils vont faire. Et n'oublie pas, Multitool Geek, qu'on a en plus eu des rumeurs concernant la venue d'un certain homme araignée ou d'un futur film en ma présence et Spider-Man, le super-héros le plus élastique de Marvel. Oh, attendez. Oui, Vanessa, attends, j'arrive. Alors là, franchement, j'avais oublié de mentionner Spider-Man. Alors, Spider-Man, c'est la mascotte de Marvel. C'est vrai que, franchement, c'est le super-héros le plus élastique. Il est partout.
Et quand je dis partout, c'est qu'il est vraiment partout. En plus, avec ces jeux vidéo Spider-Man, c'est un vrai plaisir de l'incarner et de le jouer. Franchement, j'en sais quelque chose. Mais on n'est pas là pour parler des jeux vidéo Spider-Man. L'impact qu'a Spider-Man dans le MCU est assez particulier. Dans le sens que, comme c'est un prêt du personnage auprès des studios Marvel, Sony ne peut plus forcément le récupérer en prise de vue réelle. De ce fait, quand ils ont initié aussi leur Spider Sony Universe, avec Venom en particulier, ça a été d'une complexité pour en faire des bons films, sachant que l'homme araignée ne serait pas forcément présent. Sachant aussi que j'ai pas forcément vu tous les films concernant cet univers qui m'intéresse pas. Et je parle de Madame Web et de Morbius. Parce que si j'ai bien compris, Morbius, il était mauvais, Madame Web, il l'est encore plus. Mais je ne peux pas vraiment le dire si j'ai pas vu les films. Il faudrait que je les voie pour vraiment avoir mon propre avis sur ce sujet. Ça donne un état d'esprit aussi par rapport à l'élasticité de Spider-Man dans cet univers. Et de savoir comment ils vont pouvoir l'utiliser à bon escient, que ce soit dans le MCU ou dans leur propre univers. Sachant aussi que, et ça j'ai appris cela il y a je crois quelques mois quand j'ai revu le film Venom 1, que les films Venom et le Spider-Man de Miles Morales dans Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse sont connectés. Donc à se demander, est-ce que c'est pas ce Spider-Man là en vérité qui va combattre le Venom de Tom Hardy. Mais alors là je pars vraiment dans la théorie la plus loufoque qui soit. Alors, en parallèle, c'est là qu'on voit que quand on parle des films Marvel, mais c'est un vrai capharnaüm. Hein. Waouh! Et justement, ce capharnaüm fait que le Marvel Cinematic Universe, pour moi, est en déclin. Si je devais donner une note au Marvel Cinematic Universe par rapport à ces deux sagas, la saga de l'infini serait notée à 8 sur 10. Et ça, c'est clairement une très bonne note parce que la saga a été bien construite. Et ce serait une note de 3 sur 10 que je donnerais à la saga du multivers. En particulier aussi sur le traitement d'un personnage qui est Kang. Ils ont voulu donner un fil rouge conducteur avec le méchant Kang le Conquérant, interprété par Jonathan Majors. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Le souci, c'est qu'avec tous les soucis qu'il a eu, il a été éjecté du projet. Et ça fait mal. Parce que ça veut dire que déjà le film qui était établi sur son personnage avec Avengers 5, The Kang Dynasty, a perdu son titre. Donc, est-ce qu'on va réellement parler de Kang? Est-ce que le film Avengers Secret Wars va valoir le coup aussi, qui est Avengers 6? Puisque, on va pas se mentir, tous les fans des films Marvel, en vérité, on attend maintenant plus que les 2 films Avengers pour rehausser le niveau. Ça, c'est un constat. L'attente et la hype n'est plus aussi forte qu'avec la saga de l'infini. Et on a envie de tout de suite passer à autre chose. La mauvaise gestion du multivers avec Marvel Studios a fait que ça devient vraiment un bazar incompréhensible. Encore plus incompréhensible quand on appelle She-Hulk à la rescousse, en pensant qu'elle va aussi briser le 4e mur comme Deadpool, et que justement, ça va servir dans les intérêts de l'entreprise. C'est vrai que je suis pas le seul à briser le 4e mur, j'avais oublié ce petit détail. D'ailleurs, tu sais, chez Hulk, elle est vachement badass et très jolie en plus. Je me demande si je devrais pas en faire ma petite copine. T'as vraiment de drôles de goût, Deadpool. Moi, perso, en vérité, je trouve pas She-Hulk super jolie. Hein. Je sais pas le délire qu'ils ont avec ce personnage. En plus, tiens, tu viens de me rappeler le personnage de Hulk. Merci. Qu'est-ce que Hulk a été maltraité dans le MCU? Mais c'est horrible. Moi, perso, en plus, j'ai toujours cru que le film Hulk et le film L'Incroyable Hulk se succédaient, alors qu'en vérité, c'est 2 films différents. Un porté par Eric Bana, l'autre par Edward Norton.
Et si je devais parler en plus des interprètes, il y en a eu 3, puisque parce que Edward Norton ne s'entendait pas forcément sur certains termes, a été évincé du projet de cet univers connecté, et c'est Mark Ruffalo qui l'a remplacé. Et ça, c'est... Non mais donnez-nous un World War Hulk, s'il vous plaît. Je vous en supplie, c'est important. Ce perso mérite un meilleur traitement que ça. Parce que là, on dirait que c'est le mal-aimé du MCU. Je comprends pas. Je comprends pas. Il est puissant, il est fort, il est capable de faire énormément de dégâts. Il faut vraiment penser aussi à Paramount. Mais de quoi tu parles, Jefferson, encore? C'est ce que certains vont me dire. Et bien tout simplement parce que les droits du personnage de Hulk sont à Paramount. Ou à Universal. Non, Universal. Je me trompe. Je me rends compte que je me suis trompé sur le moment. Excusez-moi. Et que parce que les droits appartiennent à Universal, eh ben ils ne veulent pas forcément de films centrés sur Hulk en solo. D'où le fait que tout le lore autour de Hulk a été exploité autrement. Exemple, Thor Ragnarok. Ils ont évoqué des faits des comics Hulk à travers le film Thor. Et prochainement dans le film Captain America 4. The Brave World. Oh là 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 là. Tu sais, ce qui est cool avec le perso de Hulk, c'est quand il combat aussi Wolverine. J'adore le sang qui coule entre ces deux-là. Ah, de vrais guerriers. Alors oui, c'est vrai que Hulk combat souvent Wolverine dans les comics Marvel. Merci de me l'avoir rappelé, Deadpool. Vous savez, il me rappelle vraiment beaucoup de choses. Hein. C'est plaisant de faire une vidéo avec lui, même si des fois il est un peu dérangé. Ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Mais en même temps, Deadpool, il combat aussi avec, pas des grilles d'adamantium, mais plutôt avec des épées. Et c'est un très bon manieur d'épée. Hein. Soit disant passant. Mais on n'est pas là pour parler de Deadpool. On est là surtout pour dire que les films Marvel, et particulièrement le MCU, a perdu de sa superbe et que sa chronologie commence à être un peu défaillante. Défaillante dans le sens que, à vouloir tout combiner, on perd le spectateur. Alors, il y a eu des séries Marvel avant ceux de Marvel Studios, tels que The Gifted, pour parler des X-Men. Mais il faut comprendre que ces séries étaient plus ou moins interconnectées ou pas du tout. Et que la saga des X-Men, au final, est quand même plus intéressante à mon sens que la saga du multivers. De par la complexité des sujets traités, du fait que les mutants subissent une sacrée ségrégation dans le monde, et qu'ils ont été très mal aimés, et à cause de cela, deux camps vont naître, hein, le camp de Charles Xavier avec les X-Men, et le camp de Magneto, avec tous ceux qui le rejoignent. C'est plus intéressant que la saga du multivers. Ça, c'est un fait. Et ce fait-là, des fois, j'ai vraiment la sensation que le Marvel Studio l'oublie. C'est pour ça que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vont vraiment pondre exactement dans Deadpool et Wolverine. J'ai hâte de voir le film, rien que pour Wolverine, parce que de base, je n'aime pas Deadpool. Peut-être aussi parce que j'étais aussi un gros puriste de DC et que je ne supportais pas l'image satirique de Deadpool envers le personnage de Deathstroke que j'adore particulièrement. Répète un peu pour voir. Comment ça, tu m'aimes pas? Et attention, multi-tool geek. Parce que là, on va vraiment pas s'entendre, toi et moi. Bon, après, vous savez, je demande pas à être aimé. Moi, je suis juste un héros, ou on peut appeler aussi un anti-héros, qui décide que les méchants doivent pas vivre quand ils commettent des crimes. Et oui, je suis comme ça, moi. Wow, 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 tout doux.
Et lui, il me menace avec mon épée. Ouais, t'as bien fait de la reposer, elle est juste en haut là. Je suis pas d'accord avec toi, hein. Franchement. Où j'en étais là? Là, il m'a déconcentré en plus. Alors oui, Marvel, c'est devenu un capharnaüm. Un capharnaüm de référence, un capharnaüm de fanservice, et qui deviennent incapables de nous pondre un bon scénario. Mais quel serait le parfait exemple de ce manque d'implication tant dans le scénario même que dans les effets spéciaux? Eh bien c'est Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Je me suis rattrapé dans le nom du film. Ce film est tellement mal aimé. C'est impressionnant. Je pense que c'est du délire ce qui s'est passé autour de ce film. Parce qu'en plus, c'est le film qui a ouvert ma chaîne. Et à l'époque, quand j'ai ouvert ma chaîne il y a plus d'1 an, elle ne s'appelait pas Multitool Geek, mais Fourre-tout Geek, pour ceux qui me connaissent. C'était ma première vidéo de parler d'Ant-Man. Parce que j'ai pas du tout apprécié les critiques négatives autour du film. Ok, le film casse pas 3 pattes à canard, il a tenté d'être le Star Wars de Marvel, et ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché parce que déjà, on sent que Paul Rudd a essayé du mieux qu'il peut à rehausser le niveau du film. Que celle qui joue sa fille a été une catastrophe ambulante et a surjoué comme c'est pas possible, et que même Jonathan Majors en Kang a essayé lui aussi tant bien que mal à donner une forme de menace imposante dans le film. Et se faire éliminer par l'homme-fourmi, sachant pertinemment que son personnage est censé être le grand méchant de cette nouvelle saga, c'est un peu ridicule. Donc le choix entre la saga de l'infini et la saga du multivers, c'est que Marvel Studios, je vous demande de vous réveiller. J'espère que Deadpool et Wolverine saura rehausser le niveau. Mais je ne m'attends plus à grand chose désormais de votre part. Ça, c'est un fait. Qui plus est, à vouloir interconnecter les anciens films et le MCU, si c'est pour provoquer plus de bazar entre les films et même entre les séries, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est quasi obligé. La saga du multivers, si elle doit se rehausser, doit montrer de l'intérêt pour tout l'ensemble qu'elle va devoir présenter. Parce que là, on est dans la phase 5. On est bientôt dans la phase 6 avec les films Avengers. Est-ce que vous vous rendez compte, Marvel Studios, que la hype est complètement redescendue? C'est ça qui est pas bon. La hype est redescendue à moins 100, moins 1000. Elle n'est pas à 1000 du tout, elle n'est pas à 1 million. La seule hype que j'ai eue pour les films Marvel, si je dois faire un constat, c'est Avengers Infinity War, qui, soi-disant passant pour moi, est le meilleur film crossover Marvel de tous les temps. Meilleur même que Endgame, qui puise dans le fanservice pour pouvoir essayer de mettre son scénario mis en avant avec la chute et le départ de plusieurs de ses héros phares, tels que Black Widow, Iron Man et Captain America. Et la succession de ces trois-là n'a pas eu l'effet escompté de relancer la hype. Florence Pugh en nouvelle Black Widow, ça marche pas tant que ça. Spider-Man, parce qu'il est censé succéder à Iron Man, au final, grâce à No Way Home, heureusement qu'il ne lui succède plus et qu'il devient véritablement un vrai Spider-Man et pas un Iron Man bis. Et Captain America. Ok, Anthony Mackie n'a pas le charisme de Chris Evans, mais laissez-lui une chance. Je pense qu'on peut avoir une bonne surprise avec lui. Je pense que les fans sont trop sévères. En plus, que Faucon devienne Captain America, c'est pas si illogique que ça, puisqu'il l'a été dans les comics. Alors oui, c'est vrai qu'on voulait tous que ça soit Bucky, mais Bucky, le soldat de l'hiver,
Je pense qu'en vérité, son histoire a été plus ou moins terminée. Et qu'on n'a plus vraiment grand chose à dire par rapport à son personnage. Donc voilà, c'est... Vous avez vu, cette vidéo va dans tous les sens, parce que Marvel va dans tous les sens. Ça correspond pleinement à ce qui se passe. Pour pouvoir recentrer l'intérêt autour du contenu produit par Marvel, il va falloir se recentrer. Alors, j'ai ouï dire qu'il voudrait faire de Kingpin un espèce de Thanos de la rue pour Spider-Man et Daredevil. Ce serait plus intéressant de faire ça, je l'avoue. Mais est-ce qu'ils vont véritablement le faire? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que ce serait une très bonne direction. Une direction tout à fait louable et tout à fait possible. Oh, ce serait tellement cool. Est-ce que le Kingpin sera aussi balèze que celui de Into the Spider-Verse? Moi, j'adorerais, clairement parlant. Bon, c'est vrai que ma voix est un peu différente. Je le remarque un tout petit peu. Tu ne trouves pas? Aussi badass que dans Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, ou plutôt Into the Spider-Verse, pourquoi pas? De toute façon, Kingpin, il est même badass dans les comics. Et même dans le jeu vidéo Spider-Man sorti en 2018, il était badass. Mais par contre, je ne sais pas s'il le sera. Même si Vincent D'Onofrio nous a offert une performance incroyable dans la série Daredevil, et que j'espère qu'il retrouvera cette âme qu'il avait pour ce personnage dans les futurs films dans lesquels il sera convié. Alors, parlons des Defenders. Oh, les Defenders! Les Defenders. Alors les Defenders, ils sont composés de Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones. Cette bande de super-héros qui défend la ville de New York, principalement, a eu son temps à l'écran grâce aux séries Netflix, parce qu'elles étaient produites par Marvel Television avec Netflix, et ont donné des séries très intéressantes, avec aussi une série supplémentaire qui était le Punisher, avec John Bertal qui était excellent dans ce rôle. J'avoue que personnellement, ça vaudrait vraiment le coup d'observer ce qui pourrait se passer avec eux. Sachant que la série Echo, que j'ai pas réussi à terminer parce que je me suis ennuyé devant, et ouais, est aussi interconnectée avec les Defenders, et même She-Hulk mettait en avant Daredevil. Spider-Man No Way Home l'a fait en une séquence, mais ce n'était pas vraiment Daredevil, c'était plutôt Mark Murdock qui se faisait l'avocat de Peter Parker. Les rendre canon avec l'univers des Avengers est une chose. Les rendre intéressants dans l'univers des Avengers, c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui, franchement, j'espère qu'ils vont arriver à leur redonner leur lettre de noblesse au sein du Marvel Cinematic Universe. Là, je sais pas s'ils vont vraiment t'écouter, parce que... Comment dire? J'adore les Defenders, je kiffe Luke Cage, j'aimerais réellement le combattre. Même Daredevil, ces mecs sont dans mon cœur. Mais, j'avoue que... Je ne sais pas s'ils vont vraiment t'écouter. Marvel Studios, des fois, n'écoute pas vraiment les fans. Ou ils s'écoutent, mais par-ci par-là, avec plus ou moins d'allusions. Mais regarde No Way Home, ils ont écouté. C'est un rêve de réaliser. Mais tu l'avais trouvé si épique que ça? J'ai peur que ça soit pareil avec les Defenders. Ah, alors là, Deadpool, je peux te donner un petit peu raison, parce que c'est vrai que c'est ce que je crains aussi, moi aussi, avec ce qui concerne les Defenders. Les Defenders, malheureusement, quand ils ont eu la série crossover, n'a pas eu le succès qu'ils attendaient. Ok, c'est nécessaire pour voir la saison 3 de Daredevil, parce que sinon tu ne comprends pas son histoire. Par contre, je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment mis en avant de par la complexité des personnages. Jessica Jones, c'est quand même un personnage plus ou moins complexe.
de par son histoire et tout ce qu'elle a vécu. Iron Fist, j'ai pas eu le kiff tant que ça. En plus, Iron Fist, c'est un pote, un certain Shang-Chi qu'on a eu aussi comme film, il y a très peu de temps. Donc, moi, en ce qui concerne les Defenders, je dirais que je leur donne une note de 5 sur 10. À cause, malheureusement, du mauvais traitement de certains personnages. Mais ils sont clairement dans la moyenne, sachant pertinemment, par contre, que si je donne une note à la série Daredevil, ce serait 9 sur 10. Parce que franchement, elle était de qualité. Et ça, c'est ultra important. Il y avait vraiment un contenu très intéressant. Et Charlie Cox a su vraiment interpréter brillamment le personnage à la fois de Matt Murdock et de Daredevil. Donc, vous voyez, dans cette vidéo où je parle de Marvel, j'évoque tout ce qui a touché la Marvel. En tout cas, concernant les aspects mis en avant de manière live action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne, c'est important pour le travail fourni. Et j'espère vous revoir très prochainement dans d'autres vidéos. Alors, on va parler rapidement d'un petit détail. C'était l'une des dernières vidéos geek sur la chaîne YouTube. Pour la simple et bonne raison que j'ai vu que mon public aimait particulièrement les vidéos de sport. Donc la chaîne Multitool Geek Fans World s'orientera sur le sport en général. Désormais, pour un très bon moment. Salut les amis, et bien évidemment, abonnez-vous à sa chaîne, sinon vous aurez des nouvelles. Non, vraiment ce rire ça me va pas du tout, le petit Ouli. Je peux pas te copier, c'est pas dans mon style, franchement. Moi je préfère dire motherfucker. On dit pas de gros mots Deadpool, merci. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde.